Je reçois un coup de téléphone, numéro que je connais pas, d'un gars qui me dit voilà, j'ai une agence immobilière à 7, j'ai reçu votre CV par l'intermédiaire de l'école, votre profil me plaît parce que le côté sportif, etc., ça m'intéresse. Enfin, moi, je suis de ce principe-là. À partir du moment où tu es positif, que tu te donnes les moyens de réussir, ça marche. Ça marche pas forcément tout de suite, mais ça marche. Ça m'est arrivé de voir des candidats où je me disais ouais, ce mec-là, je pense que dans l'immobilier, il est vraiment bon, mais chez moi, ça marchera pas à le faire. Ça marchera pas parce que par rapport à l'équipe et que tu veux pas déséquilibrer l'équipe. Ça a été un mentor, un associé, un ami, un frère. Bienvenue sur le podcast La Partie Cachée. La Partie Cachée est un podcast où je reçois des entrepreneurs et des sportifs pour raconter ce qu'on ne voit pas à la télé ou sur les réseaux. L'enfance, les décisions, les doutes, les difficultés, les obstacles, les sacrifices, les échecs, les déclics et les moments clés qui ont façonné leur parcours. Abonne-toi pour ne rien manquer. Bonjour Mathieu, salut. Et bienvenue dans le podcast La Partie Cachée. Donc là on est ensemble pour parler de toi, de l'entrepreneur et surtout de la personne qui est derrière l'entrepreneur, ce qu'on voit pas et ce qu'on montre pas en général. Pas de problème, avec plaisir. Donc voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton activité actuelle ? Ouais, bien sûr. Alors déjà, je vais peut-être pas forcément tout dire, tout raconter sur ce podcast, si. On verra. J'ai le droit de tout dire. Tu peux tout dire. Ok. Déjà, je m'appelle Mathieu, j'ai 37 ans. Je suis papa d'une petite fille qui a 4 ans et demi, bientôt 5. Et j'ai cofondé les agences Matt et Seb Immobilier qui sont sur Montpellier, Nîmes et Marseille. Ok, d'accord. Depuis combien de temps tu es sur Montpellier ? Parce qu'on reçoit des entrepreneurs, des personnalités de Montpellier. Montpellier, je suis depuis 2008 ou 2009. 2008-2009. Donc ça fait déjà quelques temps. Ok, à peu près vers 18, 19 ans. Ouais, c'est ça, exactement. 18-19 ans, je suis arrivé à Montpellier. Ok, d'accord. Bon, on va repartir un petit peu plus loin. Ok. Sur ton enfance, donc déjà tu es originaire d'où ? Je suis originaire d'un petit village qui est entre Chamonix et Megève. Je suis au Savoyard, moi. D'accord. Je le revendique d'ailleurs. Je suis originaire de Saint-Gervais-les-Bains. C'est un petit village entre Chamonix et Megève. D'accord. Et je suis parti à l'âge de 14 ans en fait de Saint-Gervais. J'ai toute ma famille du côté de mon père qui est vraiment ancrée là-bas. Et je suis parti à 14 ans pour le sport en fait de cette région-là et de Saint-Gervais. Moi, j'y retourne régulièrement. J'y vais souvent pendant les fêtes, pendant le ski, etc. J'y retourne là dans pas longtemps avec des copains pour skier. Mais je suis originaire de là-bas, voilà. Ok. Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains. Ok, et on reviendra après sur la partie sport. Ouais. Donc c'était quoi ton environnement familial ? Enfin, que faisaient tes parents ? Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Ouais, j'ai 3... Bon, moi, c'est famille recomposée, donc j'ai 3 demi-sœurs. Okay. J'ai 3 demi-sœurs qui sont plus grandes que moi. J'ai une demi-sœur du côté de ma mère et 2 demi-sœurs du côté de mon père. D'accord. Voilà. Il va falloir que tu suives. Ouais. Et du coup, j'ai toujours vécu avec mes sœurs jusqu'à l'âge de 14 ans. Mon père a eu une carrière dans le sport, puis après a été entrepreneur aussi, toujours lié un peu au sport et au ski, ce qui était dans le ski. Il a fait plein de trucs. Donc j'ai été quand même toujours baigné un peu dans la culture sport et dans la culture aussi plutôt entrepreneur. Ma mère, elle a eu toute une période où elle faisait du journalisme, puis après elle s'est consacrée beaucoup à mon père et à nous. Et là maintenant, elle est agent d'artiste, un peu plutôt sur le côté musical. D'accord. Et elle est sur Dieppe. Voilà. Sur Dieppe. Ah oui, ok. Rien à voir, elle est plus du tout. Ouais. D'accord, ok. Et t'étais quel genre d'enfant et tu voulais faire quoi à ce moment-là ? Quel genre d'enfant ? Ça, faut peut-être le demander à mes parents. J'étais plutôt un peu le fils à sa maman, petit. Après, j'ai vite pris de l'indépendance et rapidement. Non, mais j'étais toujours dans le côté un peu énergique. J'adorais le sport. Donc, j'en fais depuis que t'es tout petit. Depuis tout petit. Ouais, depuis tout petit. Tennis, hockey sur glace, ski. Ski, j'en ai à bloc fait avec mon père qui m'a un peu dégoûté d'ailleurs du ski. Et ouais,
Une enfance top, enfin avec des parents qui m'aimaient, mes sœurs qui étaient proches de moi. Enfin franchement, j'ai eu une super jolie enfance. Mais après, comme je te dis, je suis parti assez tôt en fait de chez mes parents aussi. Donc j'ai pas, enfin c'est rigolo, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs vraiment de petit quoi. Ok. Avant mes 10, 11 ans, 12 ans, c'est marrant, mais j'ai pas énormément de souvenirs quoi. Et tu te souviens quand même de ce que tu voulais faire à ce moment-là? Parce qu'on a reparlé de tes 14 ans. Ce que je voulais faire, c'était franchement vraiment sur une carrière sportive. Ok. C'était plutôt ça, ouais. Et le hockey ou pas forcément à ce moment-là? Ça peut être le hockey, tennis. Non, c'est venu un peu par hasard. En fait, mon père m'avait vraiment mis au ski à bloc. Donc, ma mère m'a toujours dit, tu savais à peine marcher que tu étais déjà sur des skis. Donc, j'ai fait au début beaucoup de ski avec mon père qui m'entraînait. C'était juste l'enfer. Comme je te disais, il m'en a un peu dégoûté parce qu'il était barjot en fait, je crois sur le fait que ouais, c'était pas du tout sur le fait qu'il voulait que je devienne pro, pas du tout, mais c'était plutôt sur la rigueur, sur la discipline, ouais exactement, sur l'exigence, etc. Sauf que quand t'as 5 ans, 6 ans, au bout d'un moment, ça te fait un peu péter un plomb. J'ai fait du ski en fait jusqu'à l'âge de 11 ans, je pense. 11-12 ans. Et en fait, le hockey, c'est venu, tu sais, en fait, en Haute-Savoie, Saint-Gervais, t'as pas non plus 1500 sports. Hein. T'as le ski, le surf. Le surf? Ouais, le surf, ouais, le snow. Le snow, ok, oui. Le snow. Et t'as le hockey sur glace, quoi. Donc, à l'école, tu fais un peu de hockey sur glace. Je suis parti dans le hockey sur glace. Dans cette région, c'est carrément à l'école, on fait du... Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, c'est initiation patinage, quoi. Donc, initiation patinage, derrière, t'as automatiquement un peu de hockey. Donc, je me suis orienté un peu dans le hockey parce que t'avais pas trop d'autres sports. Et puis, au final, j'ai adoré, j'ai arrêté le ski, je me suis mis à fond dans le hockey. Et à partir du moment où j'étais dans le hockey, ouais, j'avais envie de devenir professionnel assez rapidement. Ouais, là-dessus, c'était vraiment l'envie que j'avais. Ouais. Et c'est du coup, c'est pour ça que t'es parti à 14 ans ou c'est pour une autre raison? Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est qu'en fait, j'ai été recruté, enfin, recruté par le centre de formation de Rouen. Qui est une des meilleures équipes, enfin, ou qui est eu à l'époque, je crois. Ouais, qui est toujours. Enfin, je t'avoue que je suis moins. Depuis que je suis plus dans le hockey, moi, je suis quasiment plus. Je suis pas trop, mais j'ai souvent entendu parler de Rouen pour le hockey. Ouais. Non, Rouen, c'est une des plus grosses équipes encore à l'heure actuelle française, et même à l'échelle européenne, ils ont beaucoup de très bons résultats. Donc je suis rentré au centre de formation à l'âge de 14 ans, donc je suis parti de ma petite Haute-Savoie pour Rouen, et ouais, c'était essentiellement pour le hockey, quoi. C'était vraiment le but, c'était... Je sais pas si à ce moment-là j'étais vraiment dans l'objectif de vouloir être professionnel. Je pense que le hockey en fait me plaisait beaucoup et ça m'apportait énormément humainement parlant. Et quand je suis arrivé à Rouen, j'ai vu une autre dimension, quoi. J'ai vu beaucoup plus de professionnalisme. Bon, après j'avais que 14 ans, mais tu vois que en termes de rythme, en termes de rigueur, en termes de tout en fait, en termes de développement musculaire, tout en fait, tout est, tu rentres déjà plus du tout dans le même monde. Donc c'est à partir, je pense, plus du moment où je suis arrivé à Rouen, où là vraiment l'idée c'était de me dire je veux faire mon métier, que ça soit dans le sport et que ça soit dans le hockey sur glace. Voilà. Mais pour répondre à ta question, ouais, je suis parti à Rouen pour ça. Ouais. Pour ça. Et donc au niveau du hockey, t'es allé jusqu'où? Je suis allé jusqu'où? À quel âge? Alors moi, je démarre toujours tout jeune, ouais. Et je finis toujours tout jeune. J'ai joué jusqu'à... je suis rentré en pro à l'âge de 16 ans et j'ai arrêté, enfin même 15-16 ans. 16 ans. C'est plutôt que la moyenne? Parce que je sais que dans d'autres sports, c'est quand même tôt, mais pour le hockey, je connais moins. C'est tôt. Et c'est trop tôt, en fait. Tu vois, c'était un peu avec du recul, je me rends compte que j'ai voulu aller trop vite sur certaines choses et je pense que c'est pas forcément toujours bien d'aller vite. Du coup, t'aurais dû faire quoi? T'aurais dû rester avec les équipes de jeunes? Ouais, je pense que stratégiquement, dans les décisions que j'ai pu prendre, après le hockey sur glace, c'est pas le foot, c'est pas le rugby, t'es pas drivé de la même manière et t'es pas accompagné non plus de la même manière. Je parle d'agent, ce genre de choses.
Et ouais, je pense que les choix que j'ai pris de vouloir en effet partir et signer rapidement dans des clubs pro, je pense que j'aurais dû attendre un peu, ouais. J'aurais dû attendre un peu et voilà. En même temps, c'est pas un regret parce que aujourd'hui, ça m'a permis de faire d'autres choses aussi, donc c'est pas un regret. Mais ouais, je me rappelle plus ce que tu m'as dit, mais pour jusqu'où t'es allé ouais, jusqu'où je suis allé. Pro, j'ai joué à Rouen. Après derrière, j'ai fait une petite expérience en Suisse à Genève. Okay. Je suis revenu à Rouen. Je suis parti après derrière à Gap, donc ça c'est de l'élite en fait, c'est de première division. Okay. Et j'ai atterri un peu par hasard, peut-être qu'on reviendra dessus ou pas, à Montpellier un peu par hasard, où j'ai joué du coup en deuxième division à Montpellier jusqu'à 19-20 ans. D'accord. Ouais, 19-20 ans. Mais deuxième division, et là le but, je savais qu'en signant à Montpellier, que j'arrêtais ma carrière. Et après, à l'échelle un peu plus internationale, j'ai fait 3 championnats du monde en jeune. D'accord. Donc 18 ans et 20 ans. Et après, les portes de l'équipe A, si tu veux, j'étais plus déjà dans le game puisque j'étais à Montpellier. Donc j'ai arrêté comme ça. D'accord. Et t'es parti à Montpellier parce que tu savais que t'allais arrêter ou parce qu'en fait tu pouvais entre guillemets pas aller autre part et donc t'as dû aller en deuxième division? Non, c'est pas pour ça. C'est à l'époque j'étais à Gap du coup qui était en première division. J'étais en équipe nationale, etc. Donc tout se passait bien. Et en fait, je suis venu à Montpellier par amour d'une nana que j'avais rencontrée à l'époque à Gap, qui elle se moquait complètement du sport. C'était pas du tout son truc. Pas du tout son truc. C'était que le milieu professionnel sportif, c'était pas du tout son dada et c'était très bien d'ailleurs. Ça m'a sorti un peu aussi d'autres nanas que je pouvais voir à l'époque aussi, qui étaient très axées sur justement le côté un peu plus notoriété. Je m'entends sur le côté notoriété parce que ça reste hockey sur glace en France. Mais à Gap, c'est quand même le sport de la ville. Et du coup, en fait, elle, c'est ce qu'elle me disait à l'époque. Elle me dit, Matt, c'est top ce que tu fais, tu te régales, c'est cool. Ouais, c'est cool. Mais en même temps, qu'est-ce que tu vas faire après, quoi? Parce que si tu veux, le problème du hockey sur glace, c'est soit t'es dans les meilleurs mondiaux, ce qui n'était pas mon cas. Et quand je dis dans les meilleurs, c'est les 300 meilleurs mondiaux qui partent aux États-Unis, en NHL, etc. J'ai des potes d'ailleurs avec qui je jouais en équipe nationale ou même en club qui sont partis là-bas. Donc voilà, je faisais pas partie de cette catégorie-là, je pense pas. Soit sinon, après derrière, si tu veux, tu t'arrêtes jeune, t'arrêtes à 35 ans et t'as pas suffisamment capitalisé le temps de ta carrière pour pouvoir vivre de 35 ans après. T'as pas le temps de faire des études, donc la reconversion elle est quand même super compliquée. Donc à l'époque, cette nana me disait mais Matt, il faut que tu reprennes tes études déjà, il faut que tu fasses peut-être quelque chose pour avoir au moins un bagage. Et je devais à ce moment-là signer dans un autre club, c'était soit Grenoble, soit Strasbourg. D'accord. Donc on avait convenu avec cette fille-là de vivre ensemble à cette période. Du coup, elle habitait à Nice à l'époque. Et du coup, au dernier moment, quand je devais signer, elle m'a dit, écoute, Matt, je me sens pas de monter soit à Grenoble, soit dans le nord de la France. Je suis trop dans le sud. Je pars vivre à Montpellier. J'étais tellement fou amoureux d'elle que j'ai tout lâché. Je suis venu à Montpellier. Voilà. Donc j'ai arrêté le hockey un peu comme ça. Enfin, quand je dis que j'ai arrêté le hockey, j'ai changé de division à ce moment-là. C'est toujours pro du coup en division 2 ou pas? Non, c'est du semi-pro. C'est du semi-pro. Okay. C'est du semi-pro, mais ce qui m'a permis du coup de reprendre mes études. Déjà de savoir ce que je voulais faire après le hockey. Et ça, c'était vraiment top parce que la fédération de hockey sur glace mettait à disposition en fait tout un dispositif de psychologue en fait du sport et spécialisé dans les reconversions. Alors c'était pas forcément normalement utilisé par des mecs de mon âge, c'était plutôt des gars qui étaient en fin de carrière. On l'a pas dit, du coup t'avais 20. Même pas. J'avais 19 ans. Ah oui. Ouais, non oui. Donc une carrière pro de 3-4 ans. Oui, donc j'ai rien vécu en fait, j'ai pas beaucoup vécu. Enfin, j'ai l'impression d'avoir beaucoup vécu, mais au final non, j'ai pas beaucoup vécu. Mais tout en accéléré, tout est en accéléré. Et du coup, j'ai eu cette chance-là de pouvoir rencontrer et d'être suivi à l'époque quand j'étais à Gap pendant 1 an par une psychologue du sport qui était vraiment là pour t'aider à trouver un peu ta voie.
post-sport. Et moi, à cette époque, je ne savais pas du tout. Mais j'étais perdu, mais complet, quoi. J'avais pas de diplôme, j'avais le bac. Donc là, à ce moment-là, tu avais un bac et... Ouais, j'avais un bac que j'ai eu au bout de la deuxième fois. La première, je suis même pas le rattrapage, tu vois. Les études, c'était pas trop mon truc. Donc j'avais que le bac et quand j'ai rencontré cette nana qui m'a vraiment beaucoup aidé, elle a travaillé sur moi, sur un peu déjà qui j'étais, ce que je voulais faire derrière, enfin ce qui me plaisait derrière. Donc moi c'était important déjà de rencontrer du monde. J'avais vraiment envie d'être dans l'humain, voilà, je voulais découvrir des gens, de pas être dans un bureau enfermé constamment derrière un écran. C'était pas possible. De conserver ce côté vraiment de challenge. Enfin, j'ai été toujours nourri, que ça soit de ma petite enfance avec mes parents et notamment mon père qui était vraiment dans ce côté de challenge et rigueur parce que le sport, on va dire que pour moi c'est la meilleure école de la vie. J'avais envie de conserver ce côté vraiment de challenge et je voulais pas faire de longues études derrière, donc ça réduit quand même un peu le champ et je voulais quand même bien vivre aussi et avoir des bons revenus. Et c'est cette nana en fait qui m'a orienté, qui m'a dit franchement Matt, je pense que l'immobilier c'est peut-être quelque chose qui peut te plaire. Je me suis fait à l'idée, je me suis un peu renseigné, j'ai regardé, j'adore l'architecture. J'adore la déco, même si c'est pas que ça l'immobilier, mais j'aime ça aussi. Donc du coup, j'ai été séduit par ça et j'ai repris mes études en arrivant à Montpellier, là-dedans en fait. D'accord. Donc là, tu as fait un BTS. J'ai fait BTS profession immobilière, ouais. BTS profession immobilière en alternance. D'accord. En alternance et où j'ai bien galéré pour trouver une alternance à l'époque. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais à Gap du coup quand je prospectais. J'ai dû appeler au moins 450 agences immobilières à Montpellier. Je faisais les pages jaunes, j'en pouvais plus. J'avais que des refus, des rebonds dans tous les sens. J'ai dû envoyer peut-être 10 CV sur 450 structures que j'ai contactées. J'avais eu un entretien avec une agence qui est bien connue à Montpellier, qui démarrait tout juste à cette époque-là. Maintenant, je connais les patrons, donc ça me fait rigoler parce qu'on en reparle. Et en fait, ils m'avaient planté. J'étais venu de Gap à Montpellier pour l'entretien. J'étais arrivé à l'entretien, en fait, ils avaient complètement zappé, donc ils m'ont pas reçu. Donc j'étais ravi. Et en fait, en repartant, donc en remontant sur Gap, pour que tu comprennes un peu aussi comment je suis arrivé à ça et comment je suis arrivé aussi à ma T7 du coup. En remontant sur Gap, je reçois un coup de téléphone, numéro que je connais pas, d'un gars qui me dit voilà, j'ai une agence immobilière à 7. J'ai reçu votre CV par l'intermédiaire de l'école, votre profil me plaît parce que le côté sportif, etc., ça m'intéresse. J'aimerais bien vous recevoir. Donc je dis bah ouais, mais moi le problème c'est que je suis à Gap, je peux pas venir tous les jours. Je dis je suis à une demi-heure de Montpellier, si vous voulez je fais un crochet. Donc c'est aujourd'hui. Ouais, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui ou jamais quoi. Aujourd'hui ou sinon c'est vraiment beaucoup plus tard. Ouais. Du coup j'ai tracé à 7 et la personne que j'ai rencontrée c'est Seb, qui a été derrière après mon futur associé. Et du coup, on a passé un entretien, ça a super matché, et j'ai commencé à bosser en fait pour lui à 7. Voilà. Ok. Et en alternance, et je jouais au hockey en même temps. D'accord. Voilà. Donc tu me posais la question un peu sur le côté, est-ce que deuxième division en France c'est pro ou semi-pro ? Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus professionnel qu'il y a 10-15 ans, mais à l'époque, c'était du semi-pro. Il fallait un travail à côté. Ouais, quasiment tout le monde travaillait à côté, quasiment. Ok. Voilà. Mais du coup, tu fais bien la transition, parce que j'avais prévu après donc, de passer sur justement les débuts professionnels et donc cette transition avec l'activité dans l'immobilier. Et donc, tu as commencé, tu as fait une alternance de 2 ans. J'ai fait une alternance de 2 ans, ouais. Et après, comment ça s'est passé en fait? Et qu'est-ce qui s'est passé entre cette alternance de 2 ans et la création de Matt+Seb? Est-ce que ça s'est fait directement? Est-ce que tu as une activité salariale entre-temps? Ouais. Est-ce que vous êtes retrouvés plus tard? Ouais. C'est une sacrée histoire avec Seb. C'est une sacrée histoire. Déjà, du coup, j'ai fait 2 ans d'alternance dans cette société-là, dans cette entreprise qui existe toujours d'ailleurs, qui est sur 7 sur les plages. Au bout d'un an et demi à peu près de mon alternance, Seb a décidé de vendre sa structure. Donc il est parti, il a revendu l'agence à 2 collaborateurs avec qui je m'entendais bien. Donc moi j'ai fini mon alternance avec eux, j'ai commencé à signer un contrat salarié à la fin de mon alternance parce que ça se passait bien, mais dans ma tête j'avais quand même l'objectif, alors peut-être pas
à ce moment-là et si tôt, du coup, ça revient un peu sur le truc où je fais toujours les trucs vite, enfin rapidement. J'avais l'envie quand même d'avoir ma propre boîte, de développer aussi une identité, une marque qui était forte, de me faire plaisir et de cibler aussi des biens, enfin des biens immobiliers qui me faisaient kiffer, ce qui n'était pas forcément le cas sur ce que je faisais à l'époque à 7. Et en fait, par pur hasard, après ma signature de contrat de salarié, j'ai croisé Seb. Ça faisait 1 an à peu près, 1 an et demi en soirée, donc rien à voir. Enfin voilà. Moi en plus, c'était vraiment le big boss quoi. Enfin moi je le voyais. Enfin il y avait vraiment une relation hyper très proche. On était hyper proches parce qu'on s'entendait très bien et ça matchait bien entre nous. Moi j'étais le petit alternant qui arrivait dans la boîte. Enfin voilà, Seb avait été plus âgé que moi. Ouais, c'est ce que j'avais plus demandé. d'expérience. Ouais, Seb on avait 20 ans d'écart. Ouais. Donc voilà, pour moi, ça restait le boss, quoi. Je respectais ça. Et puis en fait, on s'est croisés, je te dis, en soirée. Ça a bien matché. Il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire, etc. Je sais pas, moi, j'ai l'objectif peut-être à un moment donné de monter quelque chose, de monter ma boîte. Et il m'a dit, tu sais quoi, Matt, ça fait 1 an, je crois que ça faisait 1 an à peu près qu'il faisait plus rien, parce qu'il savait plus trop il avait plus trop de motivation sur vraiment quelque chose qui lui plaisait. Et il me dit, tu sais, moi les portes sont ouvertes. Si à un moment donné, j'ai toujours voulu, il me dit, j'ai toujours senti quelque chose en toi qui pouvait être cool. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me solliciter, à me contacter, et je peux t'apporter peut-être de l'expérience. Je peux t'apporter aussi le côté financier que t'as pas. Donc il y avait, voilà, c'était un échange, mais j'avais trouvé ça génial. Et du coup, le lendemain, je l'ai appelé. Je suis rentré chez moi, j'ai tracé c'était une soirée à 7, donc j'ai fait 7 Montpellier. Et sur la route, je me suis dit, non, mais en fait, c'est une opportunité, quoi. C'est une opportunité, donc je l'ai appelé dès le lendemain. On s'est revus quelques semaines après. Au démarrage, le deal, c'était plutôt que Seb, lui, naviguait entre Montpellier et Marrakech à l'époque. Donc le but pour lui, c'était plutôt en fait de s'associer, mais un peu à distance, de m'apporter un peu de l'expérience, mais pas vraiment de se prêter complètement au jeu. Et puis en fait, au fur et à mesure où on se voyait, on est devenus super proches, super amis. Et Seb m'a dit, non mais en fait, on va créer en effet notre agence, mais tous les deux, et je serai là aussi avec toi, et je vais pas faire des allers-retours entre Marrakech et Montpellier, on se lance vraiment tous les deux. Et le but, par contre, c'était ça qui était cool aussi, c'est que quand on a échangé avec Seb sur l'immobilier comme on souhaitait le faire, parce qu'il y a une vraie identité chez Matt et Seb sur la structure qu'on a montée, c'était déjà de cibler des biens qui sortaient de l'ordinaire, alors déjà qui nous plaisaient à nous, et qui sortaient de l'ordinaire. Donc on fait tout ce qui est immobilier de charme, atypique, urbain. Donc c'est vraiment les 3 mots-clés, on va dire, un peu de ça, j'avais vu que c'était votre spécialité, mais c'est-à-dire que vous refusez des biens qui sont trop typiques. Ouais. Oui. Alors c'est pas que les biens sont pas bien, mais c'est juste qu'en fait ils correspondent ils correspondent pas à l'esprit de l'agence et du coup à l'attente de nos clients. Alors, c'est toujours un peu compliqué quand tu démarres au début de refuser certains biens, parce que tu as envie de démarrer et il faut gagner de l'argent aussi. Mais en fait tu te rends compte que c'est comme dans tout en fait. Quand tu appliques des règles et que tu es discipliné par rapport à ça, ça prend peut-être un peu plus de temps au début, mais par contre derrière c'est beaucoup plus simple pour derrière récupérer des biens qui correspondent pleinement à l'esprit de ce que tu voulais faire et du coup à l'attente de tes clients acquéreurs aussi. Donc il y a une vraie on refuse, alors de moins en moins maintenant parce que les gens vous connaissent et en fait s'ils viennent c'est qu'ils ont quelque chose d'atypique d'atypique. En fait c'est des biens, si tu veux, qui vont l'atypique, ça veut tout et rien dire. C'est hyper vaste en fait. Mais c'est plutôt des biens qui vont raconter une histoire ou qui vont te provoquer une émotion. Tu vois, tu rentres, c'est un côté coup de cœur où tu te sens bien. Enfin, c'est vraiment un côté très dans l'émotion et très dans l'humain. Souvent, ce que je dis, c'est que chez Matt et Seb, on vend pas de mètres carrés ou de nombre de pièces. On vend un style de vie, on vend un lieu de vie. C'est plus ça, quoi. Je comprends. Donc c'est de la vieille pierre ou ça peut être du très contemporain. C'est systématiquement un bien un peu où tu vas être ému, quoi. Quand tu vas le voir, qui va être ému. Et tout
tout type de biens. C'est-à-dire on va pas souvent au démarrage, quand on a débuté du coup, quand on communiquait, quand on parlait un peu des biens qu'on voulait proposer, souvent les clients nous disaient ouais, mais en fait du coup vous positionnez dans le haut de gamme. Mais non, en fait, pas forcément. Pas du tout, pas forcément. Et on a tout type de gamme en effet à l'agence. On fait tout type de biens et de prix. Et ça, c'était vraiment aussi l'idée d'être sur une niche. C'était que c'était des biens qui nous plaisaient. C'était aussi une clientèle que tu allais capter qui était aussi un peu différente d'une clientèle un peu plus traditionnelle. Beaucoup d'artistes, des gens un peu décalés, plus ouverts d'esprit aussi. Enfin, vraiment, c'est hyper agréable. C'est des belles rencontres en fait qu'on fait. Et ça, c'était important pour Sab et moi de créer ce type d'immobilier-là. Vraiment ce côté humain et belles rencontres liées au business, parce qu'à un moment, tu étais là aussi pour bien gagner ta vie et que ça fonctionne. Et surtout, c'est que personne n'était trop là-dessus. Les agences immobilières, souvent, font soit tout, et du coup, un peu rien. Ouais, c'est pas spécialisé. Après, ça veut pas forcément dire que c'est pas une bonne agence immobilière, mais en tout cas, il n'y a pas de spécificité. Soit sinon, les agences, elles s'orientent sur le haut de gamme. Mais en fait, du beau glamour sympa et cool, t'as pas vraiment d'agence immobilière. Donc, on est vraiment sur une niche. Et c'est ce qui démarque. De toute façon, dans tout type de marché, peu importe le marché, quand tu es sur une niche, enfin le business que tu montes, quand tu es sur une niche, tu te différencies et tu plais pas à tout le monde. Tu peux pas vendre à tout le monde, correspondre à tout le monde, mais par contre c'est ce qui fait que ça marche, quoi. Je suis d'accord, c'est des problématiques qu'on rencontre aussi nous ici actuellement. Enfin, c'est des réflexions qu'on a actuellement. Et du coup, je voulais savoir si tu parles de ça au début. C'était vraiment clair dès le début ou vous avez dû un petit peu tâtonner, vous êtes aperçu que justement vous parliez à tout le monde et donc à personne et donc vous vous êtes repositionné un peu plus tard ou vraiment d'entrée? D'entrée. Et le concept, on l'a travaillé pendant quasiment un an quand même avant de lancer. Là, t'étais encore salarié à côté? Non, j'avais négocié une rupture conventionnelle. D'accord. Et je te dis un an, peut-être pas un an, on a dû bosser à peu près pendant 6 à 8 mois, du coup à Marrakech. On était à Marrakech, donc ça c'était cool, on était dans de super bonnes conditions. Et non, on s'est posé en fait, au moment où on s'est associé avec Seb, on a décidé de s'associer ensemble, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on veut tous les deux dans l'immobilier? En fait, ça matchait. C'est que les biens, la typologie de biens que je te disais, ça nous correspondait. Donc, dès le démarrage, on savait exactement où on allait, quoi. Ce qu'on voulait, en tout cas. D'accord. Ce qu'on voulait mettre en place. Et c'est pour ça que ça a pris aussi un petit peu de temps. C'est parce que toute la vision qu'on a eue, dès le démarrage, le but, c'était vraiment de se dire, OK, ça va, de toute façon, on va marcher, on va tout faire et se donner tous les moyens pour que ça fonctionne. Et ça marchera, parce qu'à partir du moment où... moi, je suis de ce principe-là. À partir du moment où tu es positif, que tu te donnes les moyens de réussir, ça marche. Ça marche pas forcément tout de suite, mais ça marche. Et du coup, l'idée, c'était aussi de voir plus loin. Alors, on n'avait pas encore monté l'agence à Montpellier, on connaissait personne à Montpellier, mais on se disait déjà, tiens, si on monte vraiment un bon concept, avec plein de process aussi en interne, vraiment une façon de travailler très différente de l'immobilier, il faut qu'on voit plus loin pour pouvoir développer sur d'autres structures et développer entre guillemets une marque. Voilà, okay. Donc dès le début, l'idée, c'était pas de faire juste une agence, c'était on va le développer. Ouais. D'accord. Ouais. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Ouais. Juste après, là, je voudrais juste rester sur les débuts. Donc là, j'ai compris comment vous l'aviez créé. C'était quoi la première difficulté que vous avez rencontrée? Je parle vraiment au début, parce qu'après, on va revenir sur les difficultés peut-être actuelles. Mais première difficulté, les banques. Les banques? Ouais, les banques. Les prêts? Les banques, c'était fou. Ouais, les prêts. Pourtant, on sortait un peu de crise immobilière, mais ça. C'était en quelle année? C'était vers 2010. On a créé 2011, donc 2010, c'était pas ouf, l'IMO, si je me rappelle bien. Donc on a créé en avril 2011. On a ouvert en avril 2011 exactement l'agence. Et au démarrage, c'est les banques. C'est métallucine en fait. C'est à l'époque, Seb, il avait largement sur ses comptes ce qu'on demandait d'emprunter, mais par contre, on empruntait quand même. Oui. On a sollicité, je crois, 4 banques, on a eu 3 refus de prêt. Il n'y avait aucun risque pour les banques. Zéro, de toute façon, Seb était caution. Et j'ai halluciné. Enfin, moi, je suis tombé des nues, je me suis dit, mais c'est... Elles vous ont dit pourquoi? Ces banques-là elles nous ont dit que globalement l'immobilier c'était trop risqué. C'était par rapport au secteur d'activité, c'était pas par rapport à vous. Non, c'était par rapport vraiment au secteur d'activité. C'était par rapport au secteur d'activité où ils voulaient pas se lancer dans l'immobilier.
Mais ouais, c'était la problématique. Enfin, la problématique, au final, on a quand même obtenu un crédit, une banque qui me suit toujours aujourd'hui, qui est la banque d'origine et qui nous a toujours suivi sur tous les différents projets. Ils ont été top. Mais ouais, ça a été la première difficulté. Première difficulté, ça a été vraiment ça. Vous avez réussi à avoir le prêt quand même assez rapidement, malgré que ce soit le 4e, ou ça a mis du temps? Est-ce que vous avez eu le temps de douter, peut-être de vous dire, bon, ben, c'est peut-être pas pour maintenant, il va falloir qu'on le fasse plus tard? Douter, non. De toute façon, quoi qu'il arrive, on avait la chance. J'avais surtout la chance d'avoir Seb qui avait quand même la possibilité. Si on passait pas par les banques, il y aurait eu d'autres possibilités. De mettre peut-être un apport. Voilà, on aurait pu investir dessus. Enfin voilà. Donc c'était sûr qu'on allait monter la boîte. C'était soit on passait par les. Voilà. Vous saviez pas encore exactement comment à la limite, mais ça c'était le résultat, vous le saviez. Ouais. Donc ouais, c'était surtout la difficulté bancaire. Ouais. Mais ce qui est souvent le cas en fait. Hein. Tu te rends compte que c'est. Oui, voilà, je suis aussi passé par là. Et donc là, on reste toujours sur les débuts. Donc là, c'était la première difficulté et les premières erreurs en tant que alors, Seb avait plus d'expérience, mais toi, en tant que jeune entrepreneur, tes premières erreurs. Je pense que j'en ai fait plein. Peut-être la plus marquante ou. Erreur, vraiment du démarrage. Franchement, j'ai pas un truc qui me vient en tête là. Pourtant, j'en ai fait. Hein. Parce que des fois, on fait l'erreur justement de vouloir vendre à tout le monde et donc, de mal se positionner. Vous l'avez pas fait. Ouais, ça non. L'erreur, franchement, je dis pas qu'on en a pas fait. Enfin, on en a fait plein d'erreurs. Ouais, mais là, il y en a pas une qui te vient, qui est comme si marquante que ça. Sur le démarrage, non, je vois pas d'erreur qu'on ait faite vraiment marquante. D'accord. Après, c'est plus, si tu veux, les erreurs qu'on a pu faire, c'est des fois c'est plus lié un peu au recrutement, ce genre de choses. C'est difficile aussi l'humain. J'ai une partie sur ça après, justement, je vais te questionner là-dessus. Mais là, vraiment, sur le démarrage, pas forcement, du coup. Non, il y a peut-être eu des. Tout n'était pas parfait, mais il n'y a pas de. Voilà, forcément. Je vais te dire, rien n'était parfait. On a démarré, on a ouvert l'agence Place Saint-Roch là, à Montpellier. Je me rappelle, déjà, on n'avait rien à vendre. Donc, on avait les vitrines qui étaient vides. C'est ce qu'on avait fait en fait pour au moins que les vitrines soient remplies. On avait mis des photos de nous dans les vitrines en se disant vas-y, au moins on fait quelque chose. Alors, on avait appelé des potes un peu agents immobiliers qui nous avaient fait des délégations de mandat pour qu'on ait quelques trucs en vitrine. Mais sinon on se mettait nous et on s'appelait à l'agence parce qu'on se disait c'est pas possible, il n'y a personne qui nous appelle. Il doit y avoir un problème, de ligne téléphonique, tu vois. Donc non, des erreurs. Enfin, rien n'était. Enfin, il y a plein de choses qui n'étaient pas parfaites et qui ne le sont toujours pas. Hein, parce que tu peux pas toujours être au top du top du top. Donc des erreurs, c'est sûr qu'on en a faites. Mais là, je te dis, sur le démarrage, je vois pas. Il n'y a pas quelque chose qui me percute, quoi. Ok. Et donc du coup, tu te souviens de la première maison ou le premier bien que vous avez eu à. Ouais, je me rappelle du premier bien qu'on a eu à la vente et qu'on a vendu du coup, qui n'était du coup pas du tout dans l'esprit de l'agence, de ce qu'on voulait faire, parce que au bout d'un moment, quand tu démarres sur ce type de créneau-là, où tu dis vas-y, je vais faire du beau immobilier, enfin de l'immobilier sympa, il faut quand même aller les chercher les biens, et que c'était pas évident, et qu'à un moment donné, il faut aussi faire tourner la boutique et de rentrer de l'argent. Et je me rappelle, c'était un appart qu'on avait réussi à avoir par l'intermédiaire d'un notaire. Donc c'était pas une succession, mais c'était une dame qui était très âgée, qui était partie aux petites sœurs des pauvres. Et l'appartement a été donné aux petites sœurs des pauvres. Et du coup, c'était un appart hyper classique, complètement retapé. Immeuble des années 60-70, qu'on a vendu de suite parce que c'était un bon produit, mais pas dans l'esprit de l'agence. Et ça, par contre, c'était marquant parce que cette première vente-là, et je me rappelle, on avait vraiment besoin de l'argent là pour que ça continue, quoi. Que tu remettes une petite pièce et que tu refasses encore un tour. La veille de la signature de l'acte définitif, la propriétaire décède. Donc là, à partir de ce moment-là, en fait, si tu veux, improbable. Enfin, moi, ça m'était jamais arrivé. Seb, il avait 20 ans d'expérience derrière lui. Il m'a dit, ça m'est jamais arrivé, je crois, une fois en 20 ans. Donc ça arrive vraiment pas au bon moment, tu vois. Et du coup, il se passe quoi dans ça ? Bordel.
Déjà en fait, moi j'ai su ça parce que je suis passé par la mère supérieure. Donc c'était la mère supérieure qui avait toutes les procurations pour cette propriétaire-là, etc. Donc j'appelle la mère supérieure, je lui explique, je lui dis demain, vous savez, il y a la signature de l'acte authentique, etc. Il faut que vous soyez là pour le notaire. Je dis oui, je serai là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la propriétaire est décédée aujourd'hui. Et donc là, tout s'arrête. Ça doit rentrer dans la succession. Sachant qu'en plus, c'était les héritiers, c'était une association religieuse. Juridiquement, il y a plein de choses où c'est hyper complexe et technique. Donc ça a pris des mois et des mois pour que ça se fasse. Entre-temps, on avait vendu aussi d'autres biens, heureusement. Mais voilà, la première vente a été quand même assez marquante. Parce que d'une, pas dans l'esprit forcément de l'agence, et de deux, la propriétaire qui décède la veille de la signature, quoi. Donc ça a été un démarrage rigolo, quoi. Ouais. Rigolo. Et on s'en souvient. On s'en souvient, ouais. C'est un peu improbable. Et là, du coup, on va passer plutôt au Matt et Seb aujourd'hui. Ouais. Donc tout ce qui s'est passé depuis. Donc là, actuellement, vous avez, donc on a parlé de l'agence de Montpellier. Oui. Là maintenant, vous en avez 3. Ouais, tout à fait. Alors déjà, que tu saches un petit peu, moi, Seb, il est décédé entre-temps, en fait. Ah, par contre, je savais pas. Il est décédé. Tout à l'heure, t'en parlais au passé, mais quand tu disais on avait 20 ans d'écart, je me suis dit il s'est trompé ou ça. Ouais. D'accord. Et okay. il est décédé. Il est décédé l'année dernière, en décembre 2025. Donc je t'avoue que ça a été quand même. Quand tu dis l'année dernière, il y a un mois. 2024, pardon. D'accord. 2024. Okay. Décembre 2024. Décembre 2024. Et en fait, moi, j'avais donc ça a été un gros choc pour moi. Je pense que tu dois t'en douter avec tout ce qu'on a vécu ensemble, tant sur le côté professionnel, mais surtout l'amitié, parce que Seb, en fait, ça a été un mentor pour moi. Il m'a beaucoup appris sur plein de domaines et aussi en tant qu'homme. Et du coup, Seb, je m'étais séparé entre guillemets professionnellement de Seb déjà quasiment 1 an et demi avant son décès, parce qu'il avait fait une grosse dépression en fait. Et ça faisait déjà, avant son décès, ça faisait déjà 2 ans et demi à peu près qu'il était plus à l'agence, on était encore associés. Mais je lui avais racheté ses parts par la suite parce qu'en fait il revenait pas et qu'on avait compris tous les deux qu'il allait pas revenir. Donc c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, je vais parler à moi du développement, parce que Seb est toujours là, il sera toujours là, dans le cœur et puis aussi sur les logos partout. Donc c'est ce qui permet aussi à Seb de perdurer et de continuer à vivre. Mais en effet, je suis plus avec Seb. Mais tous les deux, du coup, on a monté l'agence à Montpellier, donc là 2011. On a ouvert après derrière une autre agence en 2017 à Nîmes, place aux Herbes, toujours dans le même esprit, même style, boule à facettes dans l'agence, enfin une agence un peu qui sort de l'ordinaire, parce que c'est aussi le concept des agences, c'est qu'elles sortent un peu de l'ordinaire, que ce soit un côté un peu fun. Et une autre agence en 2019 sur Marseille, que je viens de céder, cette agence à Marseille, je viens de la céder à 2 de mes collaborateurs, qui restent dans le groupe Matt et Seb, puisque je leur signe un contrat d'affiliation. C'est un peu style des contrats de franchise, parce que c'est un peu le développement aussi que je veux avoir. Donc là, t'en as 2 en propre, c'est ça? Donc j'en ai 2 en nom propre et une du coup en contrat d'affiliation. C'est le type un peu franchise. Et c'est un modèle que tu comptes développer? Et c'est un modèle que je compte développer. C'est un modèle que je compte vraiment développer. J'ai bossé en fait pendant à peu près 1 an là sur le projet juridiquement. Puis surtout le cahier des charges sur qu'est-ce qu'on apporte, moi qu'est-ce que je leur apporte vraiment. Donc ce qui est cool, c'est de prendre aussi le temps de se poser, de se dire qu'en fait ce qu'on fait c'est bien quand même, et parce qu'on se le dit jamais. En fait, t'es toujours la tête dans le guidon et tu prends jamais de recul sur ce que tu fais quand même. Donc pendant 1 an j'ai bossé là-dessus. Et là l'objectif sur 2026 et sur les prochaines années, c'est en effet vraiment de développer sur du contrat d'affiliation. J'ai pas envie de. Enfin, mon but, c'est pas d'envahir entre guillemets la France de plein d'agences Matt et Seb. C'est surtout de se mettre sur des spots qui sont vraiment cool, qui correspondent aussi à l'esprit de l'agence par rapport à la typologie de biens. Plutôt sur l'arc méditerranéen dans un premier temps, parce qu'il y a un peu plus de facilité. Donc les cibles, c'est 7. 7, moi j'adore 7 et j'ai vraiment envie de me réimplanter à 7. En tout cas, d'avoir une agence. C'est des cibles ou c'est vraiment, il y en a qui sont un peu plus avancés? Il y en a qui sont. J'ai des contacts sur certaines villes, pas sur toutes les villes que je vais t'évoquer. Puis en plus, ça reste. Moi, je suis très dans le côté
j'ai mon objectif sur ces villes-là, mais en même temps, si demain j'ai un gars top qui vient me voir pour une autre ville, je suis hyper ouvert. Je pars toujours du principe qu'il faut être ouvert et pas rester automatiquement sur ce que tu t'es dit. Il faut aussi se laisser un peu porter. Donc là, le but, c'est développer sur 7, d'ouvrir sur 7. J'aimerais bien sur Arles, Avignon. Il y a Toulon aussi, mais Toulon, c'est un peu déjà en pourparler. Il y a une deuxième agence aussi qui devrait voir le jour à Marseille. Pareil, en contrat d'affiliation. Donc ça, c'est en pourparler aussi. Voilà. En résumé, c'est un peu le développement là sur 2026 et que j'aimerais avoir et du coup je me donne les moyens aussi pour que ça fonctionne. Voilà. D'accord, et donc du coup tu as des agents immobiliers. Est-ce que tu as aussi, je sais pas, comme un siège social, tu as des personnes qui travaillent de manière transversale sur toutes les agences pour pouvoir t'aider dans l'administratif, dans le développement Pour le moment, non. Non, pour le moment. Pour l'instant, il y a toi et des agents immobiliers. Après, c'est plutôt sur l'aspect communication, sur tout ce qui va être market comme développement. On en parlait un peu sur les côtés podcast et tout. C'est vraiment cool. Donc ça, j'ai une personne qui a démarré et qui est à l'échelle du groupe, en effet, qui est vraiment sur cette partie-là. Et après, j'ai une community manager depuis très peu de temps, depuis un mois, qui s'occupe en effet de la partie communication réseau sur les groupes, à l'échelle du groupe, et sur l'agence de Montpellier et sur Nîmes. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas d'autres personnes. D'accord. T'as demandé de directeur d'agence ou c'est toi le directeur d'agence à Nîmes et à Montpellier? Non, sur Nîmes, j'ai un directeur et qui est co-gérant même avec moi, qui n'est pas associé sur la structure, mais qui est co-gérant, qui s'appelle Jérôme, qui est top, qui est là depuis le début de l'aventure nîmoise, et il a démarré en commercial et au fur et à mesure on s'est par rapport à plein de raisons il arrive à ce poste-là et avec qui ça se passe super bien. Et après sinon à Montpellier, c'est Montpellier, je suis là. C'est toi. Je suis là, mais après j'ai une équipe, j'ai des équipes de manière générale qui sont top et qui sont super autonomes aussi, donc voilà, c'est fluide, ça se passe bien. Donc l'équipe de Montpellier, oui, je suis là, je drive, mais ils se drivent eux-mêmes, quoi. Et ils se drivent. D'accord, ils sont assez autonomes. Ouais. Ok. Et maintenant, du coup, que tu as 3 agences et que tu veux même en développer. Ouais. Donc tout à l'heure, on a évoqué un peu les difficultés du début. Ouais. Là, actuellement, c'est quoi les difficultés actuelles quand ça grossit, pour éviter justement que ça s'écroule, ou les enjeux quotidiens, ou vraiment les points de vigilance particuliers? En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est de se structurer, c'est-à-dire qu'au final, tu changes de métier. Moi, pendant longtemps, j'étais agent immobilier. J'étais agent immobilier. Là, tu ne te définis plus comme agent immobilier, du coup, aujourd'hui? Au moins. Moins. Je pense que moins. Ce que je garde toujours sur le côté vraiment pur. Je pars du principe que c'était plus du tout sur le terrain. C'est compliqué derrière pour pouvoir bien parler à tes commerciaux, les problématiques que tu peux avoir. Donc ça, c'est quelque chose que je ne veux pas du tout perdre. Après, je le fais différemment de ce que je faisais avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le terrain que je conserve, c'est vraiment sur le côté propriétaire, estimation, rentrer des biens à la vente, mais par rapport au réseau. Donc, je fonctionne vraiment que sur le réseau. Et ça, je veux le conserver. Même à plus grande échelle, je veux vraiment arriver à conserver ça. Parce que je pars du principe que tu ne peux pas bien manager derrière ou vendre même la marque Mateced si je suis plus du tout dans l'immobilier, que je suis trop au-dessus. J'y crois pas, ça. Je me trompe peut-être, mais j'y crois pas. Donc ça, je le conserve. Ce qui est compliqué, en fait, c'est justement de changer de métier, quoi. De changer de métier, de voir qu'il y a plein de choses qu'il faut mettre en place et qu'il y a des choses où du coup tu peux apprendre et d'autres où tu peux pas apprendre. Donc de savoir bien s'entourer, trouver les bonnes personnes, c'est ça qui est le plus compliqué. Donc on va dire que c'est cette phase-là. C'est vraiment le côté de bien s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir bien développer. C'est ça le plus compliqué. Et de lâcher petit à petit quand même certains points opérationnels. Savoir déléguer, savoir déléguer, faire confiance. Et une fois de plus, s'entourer des bonnes personnes. Et du coup, comment justement tu t'entoures comment tu fais parce qu'on peut pas faire du 100% de réussite, mais comment tu fais pour maximiser tes chances de bien t'entourer? C'est quoi les critères quand tu choisis quelqu'un? Là, à l'heure actuelle, de toute façon, sur les différentes structures, j'ai que des commerciaux. J'ai pas de poste à part marketing, communication. Et ça s'est fait purement feeling. Enfin, moi, je suis hyper feeling. Au feeling? Ouais, total feeling.
j'ai jamais fait j'ai jamais pris un cabinet de recrutement. C'est pas que j'y crois pas, mais c'est que j'aime bien rencontrer les gens. Donc je le fais vraiment au feeling. Donc, toutes les personnes que j'ai recrutées, alors s'il y a eu des campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux, etc., mais c'est vraiment purement du feeling. Là, la personne qui est rentrée sur le marketing communication au sein de l'agence, c'est Stéphanie, que je connais depuis 2011 en fait, qui a démarré l'aventure avec nous, mais qui était indépendante, qui avait sa structure, et elle s'occupait de nous un peu sur tout ce qui était création de logo, etc. Au final, sa boîte, ça devenait compliqué, et du coup, en discutant avec elle, je dis mais attends, Steph, ça fait depuis 2011 qu'on se connaît, tu connais parfaitement l'agence, viens, intègre l'agence. Donc c'est vraiment au feeling, aux connaissances, réseau. Moi, je fonctionne aussi beaucoup comme ça, c'est du bouche à oreille, quoi. Ok, et même du coup par rapport au feeling et au bouche à oreille, c'est quoi qui va déclencher? Qu'est-ce qui te fait te dire cette personne-là, je veux travailler avec? C'est déjà de me sentir bien avec cette personne. C'est d'être sur la même longueur d'onde avec des mêmes valeurs, avec des valeurs qui sont communes. Moi, Et lesquelles du coup les valeurs? Respect, ouverture d'esprit, travail quand même, travail, accessoirement, honnêteté. Il y en a plein. Ça donne déjà une idée. Et l'humain. Enfin, moi, j'aime partager. J'aime partager. J'aime le côté fluidité. Quand je parle de la fluidité, c'est de pouvoir se dire les choses. Voilà. C'est pas forcément de mettre forcément toujours les formes. C'est de se dire les choses. Il y a pas, on se braque pas. C'est on avance. Le but, c'est on est tous ensemble. C'est le côté équipe. Tu vois, la conception aussi des agences Matt et Seb dans l'immobilier, ce qui est assez rare, c'est de travailler vraiment en équipe. C'est un métier qui est hyper individualiste en fait quand tu regardes un peu de l'extérieur. Moi, c'est pas du tout comme ça qu'on manage aujourd'hui les équipes. C'est tout le monde travaille ensemble, se tire vers le haut en fait. Donc ça marche bien aussi quand tu as suffisamment de confiance et et d'avoir la possibilité en fait de te dire réellement les choses. Donc, moi j'aime cette fluidité là, quand tu peux te dire aussi les choses et que personne se braque et que le but c'est de toute façon c'est de tirer tout le monde vers le haut. Donc comme tu parlais là d'équipe, est-ce que quand tu recrutes quelqu'un, au lieu juste de penser est-ce que cette personne-là je m'entends bien avec et je pense qu'elle a les compétences pour le poste, est-ce que tu penses aussi un peu comme dans le sport à comment est-ce qu'elle va s'intégrer dans l'équipe? Tout à fait, Elle est compétente mais je pense que ça va pas le faire avec le reste de l'équipe. C'est complètement, c'est là-dessus complètement. C'est pour ça que je te dis que c'est aussi un peu atypique. C'est pas que c'est atypique, je pense qu'il y a plein de boîtes qui fonctionnent comme ça. Mais oui, en effet, je sais pas si c'est la majorité. Peut-être, oui, c'est peut-être pas la majorité, mais en tout cas, moi, ça c'est hyper important. Tu te rends compte que il y a le poste et il y a l'entreprise, quoi. Tout à fait. Et c'est que tu vas beaucoup plus haut à plusieurs que solo. Et puis donc moi ça c'est quelque chose où ça m'est arrivé de voir des collaborateurs, de voir des candidats où je me disais ce mec là je pense que dans l'immobilier il est vraiment bon, mais chez moi ça marchera pas. Ça marchera pas parce que par rapport à l'équipe et que tu veux pas déséquilibrer l'équipe. Et à contrario, tu as aussi des fois des mecs ou des nanas que tu reçois, tu dis ok, lui il a une vision des choses différente de ce qui se pratique aussi dans l'immobilier, il va bien s'intégrer dans l'équipe. Et ça, c'est mon rôle après à moi ou au directeur d'agence de pouvoir le faire monter en compétences. Tout à fait. À partir du moment où tu as envie, que tu as des valeurs et que tu as envie d'y arriver, et que surtout, au-delà de l'envie, c'est que tu te donnes les moyens d'y arriver, ça marche, ça fonctionne. Souvent on dit que c'est plus simple prendre une personne qui a le savoir-être et pas forcément les compétences que les compétences et pas le savoir-être. Tout à fait. Parce qu'après les compétences comme tu dis après c'est ton rôle et ça s'apprend. Le savoir-être si t'as pas les mêmes valeurs tu matches pas. C'est ça. Je suis d'accord. Et du coup est-ce que tu as quand même fait malgré tout ça, tu as fait des erreurs de recrutement? Est-ce qu'il y a eu des personnes le recrutement c'est déjà, je pars toujours du principe que tu peux jamais dire que tu es un bon manager. Quand j'ai mes directeurs d'agence qui me disent le management ça se passe comme si ça, je leur dis en fait le problème du management c'est que déjà ça évolue constamment et puis si tu le fais en fonction de la personne que tu as aussi en face de toi et je pense que
un manager qui te dit qu'il est un bon manager, c'est un mauvais manager. C'est tellement complexe et que ça passe aussi par le recrutement. C'est vrai que le recrutement, il y a eu plein de fois où je me suis planté. C'est super compliqué, c'est super dur. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est très difficile, quoi. Parce que tu rencontres une personne sur peu de temps, tu as beau poser des questions, essayer de creuser, c'est hyper compliqué. Le recrutement, c'est hyper compliqué. Moi, je trouve que c'est le plus compliqué du métier. De toute façon, c'est plus compliqué que le management. Moi, le recrutement, c'est en amont, mais après le management, c'est je trouve que le management, je dis pas que c'est facile. Le management, c'est super difficile. Mais je trouve que le recrutement, c'est encore plus difficile. C'est plus dur. Ouais, je trouve. Le management, t'as peut-être plus de temps, donc tu peux peut-être t'adapter, trouver des solutions. T'as plus de temps. Tu apprends à connaître aussi. T'apprends à connaître. Le problème d'un recrutement, c'est à part faire des recrutements, enfin même si tu sais un truc sur plusieurs semaines, la personne que tu as en face de toi, ça sera pas forcément la personne que tu auras au sein de ta boîte demain, quoi. Donc ouais, le management, c'est compliqué, difficile, hyper intéressant parce que tu es dans l'humain. Donc voilà. Mais du coup, tu apprends à connaître les gens, donc tu apprends t'apprends à les connaître et du coup à t'adapter aussi à eux, et c'est ce qui est important aussi. Et le recrutement, ouais, c'est dur, plus difficile. Ouais. Et sur la partie management, est-ce que t'as une erreur dont tu te souviens, marquante ou pas? Sur erreur de management, ou peut-être une relation difficile avec un directeur, un agent. Relation difficile, oui. Relation difficile. Une situation que tu as peut-être mal gérée avec un. Automatiquement, il y en a plein. T'as pas une anecdote qui te. Si, mais je trouve. Si. Après, si tu trouves pas, c'est pas grave. Non, mais bien sûr que t'en as. Des erreurs de management, il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a. J'ai eu. Tu vois, ce qui est assez rigolo, c'est que les deux collaborateurs qui ont racheté mon agence à Marseille. Ouais. Il y en a un des deux qui bossait à l'époque à Montpellier, avec qui je m'entendais très très bien, Pierre. Mais on était tout le temps en front. Et il a fini par quitter l'agence, tu vois. Il est parti, c'est-à-dire qu'il a bossé à l'agence de Montpellier, il est parti sur l'agence de Marseille, parce qu'en fait il en avait ras-le-bol de me voir. Mais il avait quand même envie de rester dans l'univers Matessab, donc il est parti à Marseille. Pourtant ça se passe fin. On s'entendait bien, mais c'était toujours dans la confrontation. Ouais, dans la confrontation, quoi. Il a quitté l'agence de Marseille pour partir chez un confrère, chez un concurrent, parce que justement quand on échangeait ensemble, je disais mais en fait on n'est plus sur la même longueur d'onde, Pierre. Donc ça rejoint un peu ce côté-là. Et au final aujourd'hui, je revends la boîte parce qu'il revient et il me dit ouais, Matt, en fait au final tout ce qu'on s'était dit à l'époque, c'était quand même hyper enrichissant et c'est cool. Et donc je vais pas dire que c'était forcément une erreur de management, mais tu te rends compte que par contre pour le coup, il y a des choses où des fois tu peux te séparer de certaines personnes par rapport à potentiellement des erreurs de management ou de mauvaise compréhension de l'un ou de l'autre, du manager ou du manager. Mais en même temps de se retrouver à un moment donné, se retrouver aussi plus tard. Et ça c'est trop cool. Et ça je suis vraiment content aussi. D'accord. Mais après des erreurs, c'est sûr qu'il y en a plein. Il y en a plein. Mais là t'en as pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup là on va commencer on va arriver sur la conclusion, donc on va élargir un petit peu. Là on a beaucoup parlé de la personne derrière l'entrepreneur, mais là on va peut-être plus aller même sur la personne. Donc là les questions que je vais te poser, elles concernent ta vie en général. Tu vois, donc ça peut être, tu vois, par exemple, je vais te demander la plus grande fierté de ta vie. Donc ça peut être dans ton activité, mais comme ça peut être complètement personnel. Donc quelle est la plus grande fierté de ta vie jusqu'à maintenant? Ma fille. Ta fille? Ouais, ma fille. Donc c'est 4 ans et demi, c'est ça? Elle a 4 ans et demi, elle va avoir 5 ans en avril là. D'accord. Je sais pas, t'as des enfants toi? Non. Si un jour t'as des enfants, tu comprendras que c'est plus important. En général, quand je reçois des parents, c'est la réponse qui ressort. Ouais. La plus grande difficulté de ta vie? La plus grande difficulté? Plus grande difficulté, franchement, j'en ai eu quand même quelques-unes. Je t'avoue que la séparation avec Seb,
Déjà professionnel, ça a été quand même super compliqué pour moi, parce que du jour au lendemain, je te disais, en fait, enfin, je sais pas si je t'ai dit d'ailleurs, mais quand il a arrêté à l'agence, c'est qu'en fait, il avait fait une dépression Oui, tu l'as dit, ouais. méga lourde. Et du coup, moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à avoir 3 structures, ouais. plein de choses que je gérais pas du tout, à la compta, à la trésor, les trucs, enfin... Lui, il avait plus le côté administratif. Ouais, il avait plutôt le côté administratif, comme... Financier, peut-être. Ouais, il était plutôt vraiment dans un côté entrepreneur, en fait. Moi, j'étais vraiment plutôt sur le terrain, je manageais les équipes, j'étais vraiment sur le côté commercial pur, mais tout le reste, c'était pas trop mon truc, quoi. Et du jour au lendemain, tu te retrouves... déjà, tu te dis, est-ce que mon associé va revenir ? Et en plus de ça, tu redécouvres, en fait, enfin, tu es obligé d'apprendre un nouveau métier, en fait. Et en urgence... Et en même temps, vis-à-vis des équipes, tu vois, moi, c'était une difficulté que j'ai eue. Enfin, c'est de te dire, attends, il faut rassurer aussi tout le monde, quoi. Parce que si les équipes commencent à flipper, parce que t'en as un des deux qui est plus là, mais ta boîte, elle chute. Hein. Donc ça, franchement, ça a été vraiment une grosse difficulté. Le moment où Seb a plus été là, et puis après, c'est son décès aussi, mais ça a été vraiment ça. À mon sens, la plus grosse difficulté, ça a été ça. Ouais. Et à ce moment-là, ce que tu dis après, tu as racheté ses parts. Ouais. Est-ce que tu avais envisagé d'avoir un autre associé, qu'un autre associé lui rachète ses parts ? Non. C'est jamais rentré dans réflexion ? Pas à ce stade-là. En tout cas, au stade, non. Pas du tout. Au-delà d'acheter des parts, je parle vraiment parce que comme tu dis, c'était aussi des métiers ou des activités que tu maîtrisais pas et que tu faisais pas. Oui. Donc même quelqu'un qui avait ces compétences-là, non, tu t'es jamais dit... Non, parce qu'au final, entre le moment où je suis rentré un peu dans ces tâches-là et le moment où j'ai racheté les parts de Seb, il s'est passé à peu près un an et demi. Donc il y avait pas mal de trucs où déjà j'ai pris du plaisir et je me suis dit, tiens, en fait, ça m'intéresse. Vraiment. Ouais, la donne aurait peut-être été différente si vraiment c'était des choses que tu voulais pas du tout faire. Peut-être. Ouais, peut-être. Et après, de me réassocier, je le ferai peut-être, parce que je dis jamais qu'il faut pas. Mais il faut vraiment qu'on s'apporte un truc top avec le potentiel futur associé, mutuellement. J'ai vécu tellement une expérience professionnelle et amicale forte avec Seb que moi, l'association purement business ou autre, c'est pas mon truc, quoi. D'accord. Donc je ferme pas la porte, mais pour le moment, c'est pas l'ordre du jour. Et justement, donc si on reste dans ce côté-là, donc là, tu veux développer Math et Seb, mais est-ce que tu as aussi l'idée ou est-ce que tu as peut-être déjà des activités en parallèle ou pas ? En dehors de l'immobilier ? Ouais, en dehors de Math et Seb. Non. En dehors non, j'ai pas d'autres entreprises. J'ai eu à un moment donné, ce qui a été très rapide, j'ai eu un bar à champagne. D'accord. Voilà, c'était rigolo. J'ai fait ça 6 mois. J'ai compris que c'était pas mon métier. Et ça, c'était pendant pendant Math et Seb. Okay. Pendant Math et Seb. Ouais, c'était rigolo. C'était rigolo, mais c'était pas. C'était rigolo. On a eu un bar à champagne, ouais. Un bar à champagne. Tu dis on. Avec Seb, avec en fait. Seb, à l'époque, c'était à l'époque, c'était avec Seb, ouais, il était encore là. Et donc ça a été une petite activité de 6 mois à peu près. Okay. Voilà, mais c'est un autre milieu, c'est le milieu de la nuit, etc. C'est très différent. Et au-delà de ce milieu-là, est-ce que tu envisages d'avoir une activité en parallèle ? Tu pourrais envisager d'avoir une activité en parallèle de Math et Seb ? Tout à fait. Puis tu sais jamais. Aujourd'hui, c'est mon objectif, c'est Math et Seb, l'immobilier, etc. Développement déjà de mes agences à l'heure actuelle, plus de nouvelles agences. Mais why not ? Enfin, moi, je suis hyper ouvert à plein de trucs. L'architecture, ça me plaît. Monter peut-être des concept stores déco liés à de l'IMO aussi, ou pas forcément l'IMO. J'adore le côté restauration. D'accord. C'est quelque chose, tu vois, ça m'a toujours plu, toujours attiré. Plutôt le côté un peu concept. Tu vois, créer des concepts. Donc why not ? Ouais. Je suis hyper ouvert. Intéressant. Hyper ouvert et c'est quelque chose. Mais j'aimerais bien aussi, tu vois, faire un truc à l'étranger. Ça me plairait. Et un pays en particulier ou non, l'étranger, de manière générale ? Trop de trucs qui me plaisent. En fait. Mais en fait, c'est le côté aventure. C'est côté aventure. Non, pays, l'Espagne, j'aime bien. Mais bon, tu parles d'autres langues ou pas ? Super mal. Ok. Un peu anglais. D'accord. Voilà. Espagnol. Un peu espagnol. Ok. Après, dans le vestiaire, t'apprends toujours, pas forcément toujours les bons mots, mais en tchèque, en suédois, enfin, tu vois, voilà. D'accord. Donc, je vais pas dire que je te parle tchèque.
Mais ouais, non, je me débrouille, je me fais comprendre comme il faut en anglais. Donc si je pars à l'étranger, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas bilingue, quoi. D'accord. Je suis pas bilingue, je suis pas trilingue. Ok. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est des challenges aussi. Si tu pars à l'étranger, tu pars en Espagne, tu pars au Brésil. Tu apprends une nouvelle langue, je dis pas que ça fait pas peur, mais c'est cool, quoi. C'est challengeant aussi. Ah oui, après ça dépend des personnes. Moi, ouais. je partage ton avis. Après, il y en a pour qui l'inconnu, comme ça justement, ça peut faire peur, hein, mais je comprends. Le plus grand regret de ta vie? Le plus grand regret de ma vie, c'est quand même... Alors, c'est totalement contradictoire avec tout ce que je te dis depuis le début, où du coup j'ai fait les choses vite, et que si j'avais fait pas les choses aussi vite, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais c'est peut-être de pas avoir poursuivi quand même un peu le hockey pour pouvoir. En fait, si j'étais aux portes de l'équipe nationale A, j'étais aux portes des championnats du monde A, aux portes des Jeux Olympiques, et je l'ai pas fait. Voilà, et j'avais tous mes potes qui sont partis, qui les ont fait, etc. Donc c'est un regret, mais en même temps qui est compensé par rapport à ma situation à l'heure actuelle, qui fait que j'aurais pas fait ça aussi, j'aurais fait les choses différemment très certainement, mais voilà. Donc c'est peut-être le regret. C'est un regret, mais tu te lèves pas tous les matins en y pensant. Non. J'ai eu une période où vraiment ça a été plus compliqué. Tu vois, on va dire au bout de 2 ans à peu près de Mateseb, de la création de Mateseb, ça marchait. Mais ça fonctionnait, les chiffres étaient bons et tout, mais je n'en voyais pas les fruits. Tu vois, je n'en voyais pas les fruits. Je me disais, putain, mais je bosse comme un âne, ça fonctionne, mais ça tombe pas. J'avais des potes qui arrivaient en équipe nationale, qui jouaient, j'allais les voir, et c'est que des potes. Je me disais, putain, mais mec, t'es en train de monter ton truc là. Tu galères et t'as tous tes potes qui sont en train de faire les championnats du monde et t'es pas avec eux. Donc c'est moi, à cette période-là, j'ai eu un peu de regret, ouais. D'accord. Voilà. Mais là aujourd'hui, non. Là maintenant, c'est bon. Non, ouais, ça va. Ok, on va arriver sur les 3 questions bonus. Donc si tu as déjà regardé les 3 questions traditionnelles. Donc si tu as déjà regardé le podcast, normalement tu seras pas surpris. Tu seras pas surpris. Je sais pas si tu les as préparés, si tu t'en souviens. Pas du tout. Ok. Si tu pouvais revivre un moment de ta vie, juste pour le savourer à nouveau, ce serait lequel? Un moment de ma vie. Donc plutôt un moment heureux, puisque c'est pour le savourer à nouveau. Un moment de ma vie, c'est mes premiers championnats du monde. De hockey. Ouais. C'était dans quel pays? C'était en Lettonie. Lettonie, donc t'étais mineur à ce moment-là, c'était en jeune, c'est ça? Ouais, ça. Ouais, c'était ça. J'étais 18-20 ans, donc ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Le Mathieu d'aujourd'hui, quel conseil il donnerait au Mathieu enfant? Peut-être qu'il se posait des questions, peut-être qu'il doutait, ou... Qu'est-ce que tu lui dirais? Crois en toi, continue de foncer, et prends soin de toi aussi. Voilà. Ok. Et la dernière question, c'est quoi la plus belle rencontre de ta vie? La plus belle rencontre de ma vie? Ça c'est dur. Donc on va enlever ta fille. Ouais. Et voilà, une rencontre, donc une personne que t'as rencontrée, donc on va dire hors famille. C'est Seb. C'est Seb. Ouais, c'est Seb. Tu veux développer un petit peu pour le mot de la fin ou on finit Non, c'est Seb par rapport à tout ce qu'on a vécu ensemble. Après, c'est hyper perso aussi. C'est comme je te dis, ça a été un mentor, un associé, un ami, un frère. Donc ouais, je te dirais Seb, ouais. Ok. Voilà. Très bien, c'est un bon mot de la fin. Ouais. Eh bien, merci pour la participation. J'espère que tu as passé un bon moment. Top, c'était top. Merci à toi. Puis, à bientôt. À bientôt.